Qui aurait cru qu'un jour, on en arriverait là? Pour ceux qui ne savent pas du tout où est-ce que je vais en venir, déjà, je vous conseille amplement d'aller voir ou revoir ma vidéo blasée sur le manga pour savoir exactement où est-ce que je vais en venir. Et en supplément, je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur les communautés de manga, histoire exactement de comprendre où est-ce que je veux en venir très exactement. Parce que je vais vous expliquer dans un très long laps de temps en quoi est-ce que notre art du manga va s'éplorer dans les 10 prochaines années. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui, nouvelle vidéo, sûrement la plus importante de cette chaîne à ce jour. Oui, je sais, la chaîne est très jeune, elle va faire 5 ans l'année prochaine, mais croyez-moi que les choses à dire, il va y en avoir. Donc accrochez-vous bien vos ceintures et si vraiment vous avez envie de m'aimer encore, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche. Comme ça au moins vous serez au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines news qui vont venir. Parce que croyez-moi les gars que là, pour le coup, ça va être extrêmement important. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore les mangas. En même temps, j'en ai consacré une chaîne YouTube tout entière, donc tu t'attendais à quoi, Rebeu? Je veux dire, regardez mon étagère, il y a 2 collections de mangas qui sont en train d'y crocher, mais ça, j'en parle absolument presque régulièrement sur mes 2 chaînes YouTube respectives, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi 2 chaînes YouTube au cas où. Et vous avez sûrement dû remarquer que, déjà, rien qu'en cette année 2024, on a presque rien sorti sur cette chaîne YouTube. En tout cas, même à partir de l'année 2023, j'ai vraiment commencé à me calmer niveau diffusion de vidéos YouTube depuis que Demon Slayer saison 3 s'est terminé. Et cela pour une raison particulière. J'ai cette impression en fait que, j'en avais déjà plus ou moins parlé dans ma vidéo blasée sur le manga, bien évidemment, que j'espère que vous avez vu, histoire de bien comprendre mon ressenti et sûrement le vôtre que vous êtes sûrement en train de ressentir de votre propre côté, mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à une époque où les animés, en ce moment, c'est pas ouf. Pas ouf. Je reste relatif, bien sûr. Quand je dis pas ouf, je dis j'ai l'impression que le niveau il est là plutôt qu'être là, quoi. Alors qu'il y a quelques années de cela, niveau animé, on était plutôt bien servi. Et pour au mieux possible vous faire comprendre mon ressenti, j'ai décidé de vous faire une grosse vidéo qui me fait dire que les 10 prochaines années du manga vont être extrêmement dures à supporter et surtout à suivre pour énormément de facteurs dont malheureusement nous sommes absolument tous concernés, tous touchés et tous responsables. Et tous shinés aussi, tiens, quand on y est. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on a fait pour faire ces transitions des années 90-2000 jusqu'à aujourd'hui en 2024 et donc bientôt 2025. Sachez que ça fait depuis plus ou moins le début de l'année que je rêve de pouvoir vous faire cette vidéo YouTube et aujourd'hui c'est enfin le cas. Donc du coup les gars, attachez vos ceintures parce que ça va être extrêmement long. Pour vous faire une petite rétrospective de l'histoire du manga, nous sommes plus ou moins dans les années 60. À cette époque-là, beaucoup de gens commencent à se lancer dans le manga, ils commencent même à en écrire des mangas, sachant qu'on est à l'époque post-Seconde Guerre mondiale, à une époque où les États-Unis avaient totalement massacré le Japon grâce à la bombe d'Hiroshima, et donc du coup avaient mis le Japon dans une crise financière, ou même une crise tout court qui faisait que le Japon faisait partie des pays les plus pauvres au monde. Et donc du coup à cause de ça, les États-Unis imposent leur propre régime, leur propre culture aux Japonais. Bref, ça en devient pas ouf. Mais au milieu de tout ça, en imposant leur propre culture, les États-Unis ont donné aux Japonais ce qui leur servira de concurrence pour le reste de leur vie, le manga. Qui se rapproche plus ou moins du comics en termes de style et qui se traduit littéralement par le comics japonais tout simplement. Alors petite pause, c'est un petit peu faux ce que je viens de vous dire. Si vous voulez plus de détails sur ce sujet, sachez que je suis tombé sur la vidéo de Sofiane qui parle en long et en large de l'origine du manga et qui est beaucoup plus complet que moi.
Et résultat des courses, c'est une petite culture qui commencera à naître, une toute petite culture passionnée de manga évidemment, mais qui se veut encore toute petite. Dans ce lot, on a du Astro Boy et quelques mangas de sport dont je vous passe les détails. Je préfère vous montrer quelques images, juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemblait. Et cet art, il est encore très jeune, du coup personne ne veut miser dessus. Et c'est vraiment à partir des années fin 60 plus ou moins que Crunchyroll commencera à naître. Ouais les gars, Crunchyroll c'est né en fin des années 60, début des années 70 et c'est vraiment imposé comme l'entreprise du manga par excellence, vraiment à partir des années 80. À partir de cette époque-là, on considère que cet âge-là du manga est entré dans ce que l'on appellera l'âge d'argent, avec de nombreux mangas et animés qui sont adaptés en animé pour la télévision et pour de jeunes enfants, de par Ken le Survivant, Senseiya, Dragon Ball et même Goldorak. Bref, beaucoup de mangas passent dans la case animation grâce à la télévision et commencent petit à petit à voir le jour au point de s'exporter un peu partout dans le monde, surtout en France qui depuis cette époque-là deviendra le deuxième plus gros vendeur de manga au monde derrière le Japon. Si il y a quelques années de cela on parlait de vraiment naissance voire même quasiment jeunesse de manga, et à partir des années 80 voire même 90 on peut vraiment parler d'une grosse révolution. Mais bon, qui dit nouvel art arrivé dans le paysage dit aussi lot de critiques et surtout lot de plaintes au point de dire que le genre de truc était quasiment sataniste, quasiment antichrist, etc. Nanani nanana. Ce qui conduira la France dès les années 90 à vouloir à tout prix censurer le manga sous prétexte que c'était trop violent et réservé à un des jeunes de banlieue. Pourquoi vous aimez les mangas en fait? Parce qu'il y a de la bagarre. Parce qu'il y a de la bagarre? Ouais. Plus précisément, pourquoi vous aimez les mangas? Parce que c'est drôle aussi, il y a de la violence, c'est drôle. Nous on aime bien ça. C'est bien, il y a les combats, ils ont la force. Et à cette époque-là, le manga ne se portait pas mal. Au contraire même, il proposait même de bons, voire même d'excellents animés. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la France était le deuxième plus gros vendeur de manga au monde. Du coup, ce qui fait que quand tu vois ça devant toi, tu te dis que si la France va à tout prix censurer les mangas sous prétexte que c'était violent, ça va être dur de devoir leur faire diffuser ça. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont préféré ne pas du tout accepter ça et on fait comprendre à ces mentalités françaises que l'animation, ça peut aussi être pour les ados, mais aussi pour les adultes. Comme quoi, l'animation n'est pas conformée qu'aux gosses, parce que c'est comme ça que fonctionnait la maturité française. En gros, la mentalité c'est, ce qui est au dessin animé c'est pour les gosses, et tout ce qui est en prise de vue réelle ou quoi que ce soit, c'est réservé aux ados et aux adultes. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre moyen. Mais comme les nombreuses communautés se sont vraiment soulevées, voire même rebellées contre ces politiques qui voulaient à tout prix censurer tous les mangas du Japon à exporter en France, et ça a conduit aux années 2000, ce qui a fait que 3 mangas ont réussi à s'exporter en France et ont fait basculer le manga dans un nouvel âge d'or. De Naruto en passant par One Piece et puis par Bleach. Ces 3 animés, ils sont arrivés après la génération de Dragon Ball pour vraiment ranimer cette flamme de la volonté, pour pouvoir montrer à quel point les gars, ils étaient encore chauds en shonen et que l'industrie de l'animation japonaise avait encore beaucoup de choses à prouver, surtout pour les 2 décennies qui allaient suivre. Là où aujourd'hui les animés des années 90 tels que Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon et bien d'autres encore se feront moins popularisés avec le temps et voire même seront quasiment mis de côté par une grosse partie de la communauté populaire, et les autres animés qui sortiront au début des années 2000 seront tellement appréciés par certains gosses que encore aujourd'hui ces animés résonnent au travers des générations. Que ce soit les 3 que j'ai cités évidemment, mais on pense aussi à du Death Note, on pense aussi à Code Geass, voire même carrément du Full Metal Alchemist, on pensera aussi à Beyblade qui entrera lui aussi dans la danse, bien que moins populaire que les autres. Bref, c'est une dinguerie. On n'a jamais eu autant de diversité et autant de mangas, tous aussi différents les uns que les autres, que ce soit sur le site de l'animation, sur les histoires racontées, sur les personnages principaux que l'on suit et même les antagonistes principaux que l'on suit. Bref, en termes d'animation et même d'animé de manière générale, on n'a jamais vu un déferlement de mangas aussi beau depuis les années 90. Et encore les années 90, la majorité d'entre eux, on les oublie. Alors, à cette époque-là, on s'en rendait pas compte, mais les animés commençaient petit à petit à entrer dans la culture populaire. Et ça se confirmera encore plus à l'arrivée des années 2010. Bon, déjà, on a eu l'arrivée de Hunter x Hunter qui est venu pour ensuite tout niquer presque, au point de encore aujourd'hui devenir un manga ultra apprécié par les fans. On a aussi eu Shingeki no Kyojin qui a eu sa légende dont on connaît encore aujourd'hui. Boku no Hero Academia qui a encore sa légende dont on connaît aujourd'hui, même si
moins que les deux autres, hein, on va pas se mentir. Berserk et Jojo Bizarre Adventure aussi ont le droit à leur propre remaster pour pouvoir correspondre à la tendance actuelle, ce qui permettra à ces deux animés bien évidemment de devenir encore plus populaires aux yeux des fans. Et est-ce que j'ai aussi besoin de parler de Pokémon? Ah ouais, non, c'est vrai, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais bon, c'est bien aussi de parler et de dire que Pokémon à cette époque-là aussi, c'était imposé comme un manga ultra supérieur aux autres, et ça, c'est même pas une vanne. En bref, les années 2010 pour les animés, c'était leur moment, c'était leur âge d'or, c'était vraiment à ce moment-là où il fallait se démarquer des autres, et putain, qu'est-ce qu'on a été gâtés dans les années 2010, vous vous en rendez absolument pas compte. Bon, je vais citer ces animés connus, mais déjà, bon, on a eu la fin de Naruto, la fin de Bleach, non, on va pas trop en parler, ça c'est mieux. On a eu aussi l'arrivée de Tokyo Ghoul, bien sûr, et de The Promised Neverland. Et si vous pensiez que niveau animé, c'était les seuls trucs qui pouvaient nous gâter, détrompez-vous. La télévision nous offrait aussi de belles choses, nous aussi du côté d'Amérique, notamment, bon, la série d'animation Transformers Prime, qui est à ce jour le meilleur Transformers jamais fait jusque-là, sauf si je le compare à Transformers One et Animated, bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut ne pas parler aussi de Game of Thrones et de Walking Dead, qui rassait aussi tout de leur côté sur leur passage, à l'époque où The Walking Dead c'était bien, quoi. Et si tu trouvais que niveau série, ça s'en sortait de manière absolument pas ouf, et tu pouvais quand même jeter un coup d'œil à ce qui se passait au cinéma. Bon, déjà en passant par les nombreux films Marvel qui, bon, certes étaient variés en termes de qualité, mais qui nous offraient quand même de très beaux spectacles à cette époque-là, où ils savaient faire de très beaux effets spéciaux et où ils ne mettaient pas la pression sur les boîtes d'effets spéciaux, justement. Mais si t'aimais pas trop super-héros, tu pouvais quand même aller jeter un coup d'œil du côté de Christopher Nolan qui allait nous offrir le dernier classique de toute l'histoire du cinéma. Je vous ordonne d'ailleurs d'aller regarder cette vidéo si ça vous intéresse. Ou sinon, t'avais d'incroyables films tels que La La Land ou Mad Max Fury Road qui sortaient aussi à cette époque-là et nous mettaient énormément de paillettes dans les yeux à l'époque où ça sortait, avec en supplément les deux trilogies du labyrinthe et de la planète des singes qui nous montraient exactement comment est-ce qu'il fallait faire du beau et du magnifique cinéma et qui était la parfaite allusion des effets spéciaux qui rendaient tout absolument beau et magnifique et qui me fait manquer cette époque-là. Et encore une fois, si t'étais pas fan de cinéma, tu pouvais quand même aussi aller jeter un coup d'œil côté jeux vidéo. Bon, déjà la fameuse époque de la Wii avec ses fameux Wii Sports, Mario Bros Wii, Zelda Skyward Sword et Twilight Princess qui nous mettaient encore bien jusqu'à l'arrivée de Breath of the Wild à cette époque-là. Et si t'étais pas du tout de délire en rapport à Nintendo, tu pouvais aller du côté de PlayStation pour voir qui te proposait du The Last of Us, du God of War Ragnarok. T'avais même aussi Horizon Zero Dawn et d'autres jeux encore que je suis incapable de vous citer. Mais si vraiment t'es pas adepte du jeu vidéo, t'avais toujours la musique, surtout le rap français qui était en extension à cette époque-là, notamment avec Hors Noir de Caris ou alors l'école du micrographien de Section d'Assaut. La montée en flèche des membres de l'entourage en passant par du Jazzy Bass, du Nekfeu, voire même du Sneezy ou du Alpha One pour les plus chauds d'entre eux. Et si tout ça c'était quand même pas ton style, tu pouvais voir ce qui se passait en Belgique, notamment du côté de Shai, de Hamza et même de Damso. Mais si tu kiffais les vibes un peu bresson et tout ça, soit tu pouvais écouter du Booba, soit du Freeze Corleone, voire même pire, du 404 Billy si vraiment t'étais un fou mental. Ou si vraiment t'étais un gars au taquet dépressif, tu pouvais quand même aussi passer par un Niro ou un PNL. Mais après, si le rap c'est pas trop ton truc, et même la musique de manière générale c'est pas trop ton truc, et tu pouvais toujours quand même tourner du côté du sport. Au football notamment, l'équipe de France s'est réhissée au sommet au point en 2018 de gagner la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et si vraiment tu voulais être encore plus gâté et que t'es algérien, tu pouvais aussi te satisfaire de l'Algérie qui remporta la Coupe d'Afrique l'année suivante. Et ouais les gars, en 2019, même dans l'ensemble des années 2010, on était des pourris gâtés, assumeurs, et on le kiffait ça. Ah, je vous parle d'un temps que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître. Puis, 2017, une cassure est arrivée. Alors je sais plus si c'est 2017 ou si c'est 2016, mais en tout cas, vers cette période-là, plus ou moins à peu près, une cassure dans la culture du manga va se faire. Et pas n'importe laquelle, Dragon Ball. Notamment sur ce combat. Vous voyez pas où est le problème? C'est normal. Venez, je vous remets l'extrait au ralenti. Et ouais les gars, vous ne rêvez pas.
c'est moche à ce point-là. Aucun plan au ralenti ne va. Goku a la tronche différente et moche sur presque chaque plan pour dire à quel point c'est immonde. Oh, alhamdoulilah, putain, ça m'a fait roter tellement. Encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment c'est possible d'en être arrivé là, à ce résultat-là d'animation. Mais très clairement, c'est que là, à ce moment-là, il y avait un énorme problème. Un problème qu'il nous fallait à tout prix résoudre pour comprendre exactement comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et j'en vois certains venir me dire, ouais, mais dans les combats, les visages ils sont toujours aussi mal formés. Oui, mais déjà, dans Naruto par exemple, et bah, certains visages étaient déformés sous prétexte que nos héros principaux, et bah, ils se prenaient des coups. Et quand tu te prends des coups, bah, t'as pas la tronche un peu belle qui soit, hein. Même en combat de boxe et en combat de MMA, comme je vous montre dans certains extraits. Et si vous pensez que ce n'est toujours pas un argument, regardez les épisodes de Dragon Ball Z, regardez-moi ces combats et osez me dire que l'on a exactement ce même niveau d'animation pour un animé sorti 30 ans plus tôt environ. Donc non, ce genre d'animation, voire même ce niveau d'animation n'est pas excusable, encore moins quand tu t'appelles Dragon Ball. Wow, mais t'abuses aussi, frère. T'as pris juste un seul combat dans tout Dragon Ball Super, alors que les autres combats, franchement, ils sont ouais. Regarde ce qui se passe au tournoi du pouvoir, putain. Ok, très bien. Prenons un ou deux combats de l'arc du tournoi du pouvoir. Voici. Et encore, j'ai fait que parler de l'arc du tournoi du pouvoir, mais encore, je vous ai pas montré tous les autres combats du reste de l'anime. Déjà, l'arc Univers 6 versus Univers 7, en termes de combat, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais genre, vraiment, rien. Vraiment, c'est la dèche. Ouais, non, en fait, je change d'avis. C'est pire que la dèche. C'est la hesse. Et encore moins aidé du combat entre Goku et Freezer, qui n'est que la version Wish de la version qu'on a eue sur Namek. Voilà. Et encore, si vous trouvez que ma comparaison est injuste, bah très bien, on va comparer tous ces combats-là issus de Dragon Ball Super et le comparer à Dragon Ball Z. On va prendre même plus précisément le combat entre Gohan et Dabra. Et on va essayer de voir exactement en quoi est-ce que ce combat-là est mieux réussi que tous les combats issus de Dragon Ball Super. J'ai fait exprès de prendre précisément ce combat pour bien vous faire comprendre que on est passé au stade en dessous. Et encore une fois, je rappelle que ce combat est sorti 30 ans avant Dragon Ball Super, pour vous donner une petite aperçu. Dans Dragon Ball Z, tu sens la puissance dont Gohan est capable de faire preuve face à Dabra, mais tu sens que c'est moins puissant que lors de son combat face à Gohan et Cell. En même temps, ce combat à côté, c'est une masterclass quasiment impérissable. Alors qu'à côté, quand tu regardes un seul de ces combats dans Dragon Ball Super, ah putain, Vegeta versus le golem de magma là, c'est... Ah ouais non, j'y arrive pas, hein, c'est dur. Hein. Et si vous pensez que c'est le seul exemple que j'ai, et ben sachez que c'est pas la seule cassure. Il y a eu une deuxième cassure pour les fans, mais cette fois-ci les fans de l'autre génération, plus ou moins du début de l'âge d'or. Ouais, les fans de Naruto, c'est à vous que je m'adresse, notamment pour Boruto. Ouais. Là où le challenge de Dragon Ball Super, c'est de devoir donner la relève à la nouvelle génération, alors qu'elle se consacre encore plus aux anciens, histoire de les mettre encore plus en valeur, et essentiellement aussi vendre des figurines aussi, hein, tout simplement. Boruto, qui était censé mettre en valeur un peu plus les anciens pour pouvoir laisser la place à la nouvelle génération, laisse de la place en effet à la nouvelle génération, mais elle donne pas envie cette nouvelle génération. Surtout quand 90% de l'entièreté de l'animé est du hors-série, et que l'histoire se consacre qu'à 10% de 300 voire même 500 épisodes sortis encore, je sais même pas à combien d'épisodes c'est sorti tant je me suis arrêté au bout d'un moment. Et pour les combats Dragon Ball Super, c'est encore pire que Dragon Ball Super justement, parce que dans Boruto, bah, le seul combat au minimum potable, je dirais même les seuls combats au minimum potable, bah, c'est contre les méchants principaux, à savoir les Otsutsuki. Mais sinon tu t'éloignes des Otsutsuki, ah c'est dur, ah ouais c'est extrêmement dur, hein, t'as du mal à tenir. Bon, après j'exagère, il y a la finale de l'examen de Chunin qui est au minimum sympa, ça va, mais au final après c'est que de la poudre aux yeux et c'est vraiment pas ouf. Ce qui fait qu'à chaque fois que je regardais Boruto, je me disais oh putain ça y est, enfin Boruto devient bien, ça devient ouais ça y est, ça va tout péter. Et au final après tu te retrouves avec 40 000 arcs secondaires qui n'apporteront rien à l'histoire, à part peut-être juste pour rattraper le manga ou attendre que le manga s'auto-rattrape tout seul. Mais bon à ce stade
attendez juste que le manga sort en entier, c'est bon, c'est réglé, pourquoi vous faire chier? Et vous allez me dire, bon ça va, t'as juste un peu mal au cul pour 2-3 licences, c'est bon, c'est pas grave, ça va le faire. Pour vous montrer à quel point votre âme est encore innocente, on a eu Kakegurui, Nanatsu no Taizai, rien que sur Netflix. Ouais, on est tous d'accord pour dire que ce sont deux animés qui sont extrêmement pas ouf non plus, hein, sur certains rapports. Chainsaw Man qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui visiblement n'a pas l'air de satisfaire énormément de fans, notamment ceux qui ont lu le manga. Blue Lock qui est comparé à des panoramas plus qu'un véritable animé. Ce Promise Murderland qui a tellement été un naufrage que ça a laissé une énorme cicatrice, autant sur les fans que sur moi. Mais ça c'est parce qu'on a juste bloqué ma vidéo YouTube parce que j'ai utilisé un extrait de musique, mais ça vas-y, j'en parle déjà dans cette vidéo si vous voulez aller la voir. Et je passe bien évidemment sous silence le fait que Jujutsu Kaisen et même Kimetsu no Yaiba sont deux animés extrêmement surestimés. Et quand je dis extrêmement, c'est extrêmement. Et je ne reviendrai même pas sur Fairy Tail qui... Bon, Fairy Tail, hein, j'en parlerai dans le top 5 séries de l'année. Hein. Et ouais, là déjà, c'est extrêmement flagrant. Le niveau de l'animation japonaise, à partir des années 2010-2020, précisément, a commencé à énormément baisser, qualitativement parlant. Et ça me paraît presque objectif, mais le problème, c'est que personne ne veut s'en rendre compte. Alors, j'ai pas dit que c'était mal animé, mais ça, le gros problème, c'est que tout le monde voit que c'est trop bien animé, etc., etc. Et tout le monde veut acclamer des séries qui, en fait, quand tu les regardes, n'ont pas grand-chose d'extraordinaire, si ce n'est peut-être leur qualité visuelle. Parce que ouais, ça, c'est une qualité, bien sûr. On a progressé visuellement parlant. Ça, c'est bien. Or, le gros problème, c'est que, à quoi ça sert d'avoir un magnifique visuel si, au final, en termes d'histoire, ton animé n'est pas si ouf que ça, finalement. Et c'est le cas, par exemple, de Kimetsu no Yaiba. La saison 4, elle est acclamée. Mais pourquoi? Parce que le dernier épisode est ultra bien animé. Sinon, le reste, on en a rien à foutre de savoir si tous les autres épisodes étaient au tac et au zef, nous la chier, voire même complètement inutiles. Ce qui importe, c'est que les derniers épisodes de cette nouvelle saison donnent envie, surtout pour les prochains films. Parce que ouais, j'ai oublié de vous dire que Kimetsu no Yaiba sera adapté au cinéma. Maintenant, j'aurais pas oublié, c'est bien, vous suivez les gars. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui viennent me dire sur Twitter que non mais t'as vu, cette année-là, les animés frappent toujours aussi fort. Et aujourd'hui, on a un nouveau Big Three, comme on peut le voir juste ici, entre Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Oh là 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 là, mais ça va être incroyable. T'as vu comment est-ce qu'on a une année de fou là? Et regarde la prochaine décennie qui va venir, on a toujours des animés tout aussi qualitatifs et ouf, ouais. Sauf qu'il y a un petit problème. Quand on passe de ça à ça en termes d'années, c'est... J'irai pas jusqu'à dire que c'est désolant, mais moi je trouve que ça commence sérieusement à être extrêmement problématique. Parce que ce que je vais dire là, messieurs et mesdames, ça va être plutôt blessant pour vous, et ça je le regrette, et puis de toute façon, il fallait pas s'y attacher, mais... La culture du manga a commencé son effondrement et ça, personne ne veut s'en rendre compte. Si je vous ai fait une rétrospective des derniers mangas qui sont sortis ces dernières années, c'est pas pour rien, c'est juste pour vous montrer à quel point niveau manga on était superbement bien gâtés et où aujourd'hui, les gars, j'ai des doutes sur le fait que ces animés-là vont superbement bien vieillir dans le futur, hein, parce qu'on n'est pas encore arrivé au stade de 2026 ou 2030. Mais la survie de ces mangas-là va être extrêmement dure, hein, pour pas dire impossible, hein, pour la plupart. Ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment trois gros problèmes qui commençaient à se faire dans l'industrie du manga et qui fait que on a des animés de moins en moins qualitatifs chaque année. Et ça, on va le détailler tout au long de la vidéo. Et ah ouais, effectivement, j'ai des plutôt grosses cernes, donc ça va attendre demain. Pour vous, ça va passer en quelques secondes, mais pour moi, ça va attendre la journée tout entière pour qu'on vienne en reparler. Allez, bonne nuit les gars, et on se retrouve demain. Ouais, tout à fait. Si notre situation actuelle en est là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu à cause de vous. Après tout, il faut bien qu'on se pose la question. Quelle est la première cible en général pour les mangas ? Exactement, ce sont les fans, pas les gens de 8 à 14 ans, parce qu'aujourd'hui, même des adultes de 30 ans, voire même 40 ou 50 ans pour la plupart, regardent encore aujourd'hui des animés. Et ça, c'est un fait, c'est pas un avis constructif ou je sais pas quoi. Alors bien sûr, je dis pas, on ne peut absolument pas plaire à tout le monde, ça je suis le premier à le dire. Mais néanmoins, force est de constater que, faut pas oublier que, il y a des gens de nos jours, ils arrivent plus à kiffer le manga, et ce pour une simple et bonne raison. La majorité d'entre vous, déjà,
sont toxiques. Je ne veux pas revenir sur certains faits que j'ai déjà exploités sur cette vidéo, que j'espère que vous avez vu pour pouvoir au mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais de nos jours, oui, les fans de manga sont tellement devenus hystériques quand on parle de leur manga préféré qu'ils ne peuvent pas rester en place. Ils sont obligés d'avoir à se défouler sur des gens et cela gratuitement pour la plupart. Il y en a par exemple qui surkiffent tellement leur manga préféré que certains pensent que c'est carrément le meilleur manga de tous les temps. Petit exemple tout con. Par exemple, quand Demon Slayer s'est terminé en mois de mai ou de juin, je sais plus, mais c'était vers cet été quoi, et des gens sont carrément venus comparer ça à Full Metal Alchemist en disant que c'était meilleur que Full Metal Alchemist. Ah si, je vous jure que ça existe. Bon, Jujutsu Kaisen, je parle même pas. Lui, il a subi un traitement encore pire. Des gens sont carrément venus dire que cet animé était meilleur que Death Note, meilleur que plein d'autres animés à citer, je sais pas. D'autres citaient carrément que c'était meilleur que Dragon Ball. On en est là, carrément. Je veux bien qu'on kiffe, qu'on soit euphorique, qu'on dise à quel point c'est exceptionnel ou je sais pas quoi. Mais les gars, pour avoir vu Jujutsu Kaisen, en termes de combat, on a tellement fait mieux dans l'univers du manga que en rallongeant petit à petit ma phrase, je ne fais que vous montrer des faits qui au moins vous fera dire le contraire. Et ça témoigne juste d'un seul point. Les gars, ils kiffent juste pour kiffer, c'est tout. Ils ont pas envie de faire la comparaison de savoir si c'est mieux que telle chose ou telle chose. Les gars, pour eux, dans leur tête, ils disent c'est tellement wahed que c'est mieux que tout ce qu'ils ont vu jusque-là. Alors que je suis sûr que ce qu'ils ont vu jusque-là, ils le revoient juste après Jujutsu Kaisen, ils vont se dire en fait, peut-être c'est pas mal, ouais, c'est peut-être un peu mieux Jujutsu Kaisen, en effet, oui. Alors qu'à côté des animés comme Boku no Hero Academia par exemple, ça se fait bien comme il faut vomir dessus. Et encore, je failli vous en parler, mais si j'ai pas pu en parler, c'est parce que j'avais tout simplement pas eu le temps en fait, c'est comme ça. Et pour les derniers épisodes de Pokémon, c'est exactement pareil. Les gens ils se sont dit quel combat de ouf à la fin quand Tarak il a affronté Sacha et tout ça, nanana, ça a clamé tellement fort que au final les gens ils en avaient rien à foutre de savoir si la fin de Pokémon allait être nulle à chier, parce que pour eux ce qui les intéressait c'était oh là là mais qu'est-ce que Sacha il va nous manquer, ah c'était le meilleur héros de tous les temps, alors que j'en ai fait toute une vidéo histoire de faire comprendre très exactement en quoi est-ce que Game Freak ont gâché Sacha jusqu'au bout. Et si vous me suivez jusque là, vous avez sûrement remarqué un petit constat clair. Les gars ils acclament des animés qui ont pour point commun d'être extrêmement bien faits. Je m'explique. Là où des animés tels que Kimetsu no Yaiba ou voire même Jujutsu Kaisen sont suracclamés, voire même surestimés par la critique et les fans, c'est pour une simple et bonne raison. C'est ultra bien animé. Et en cela, comment est-ce qu'on peut ne pas les comprendre? C'est clair qu'en termes d'animation, c'est, disons-le, extrêmement au-dessus. On a rarement vu ce niveau de prouesse, même en 2024. Et malheureusement, c'est la seule chose qu'on pourrait dire que c'est bien. Parce que le reste... c'est pas ouf, hein. Moi je vous le dis, c'est pas ouf. Alors qu'à côté, t'as des animés comme Boku no Hero Academia, voire même Fairy Tail ou Komi-san Ken Communicate qui sort, et eux par contre on n'en parle pas. Non, on dit rien sur eux, on ne sait même pas s'ils existent pour la plupart, on n'a jamais entendu parler d'eux. Et encore Fairy Tail, je pense que ça peut être un minimum compréhensible, ça j'en parlerai dans le flop de l'année, vous inquiétez pas pour ça, dans le flop de l'année qui sera sur ma chaîne secondaire, donc je vous invite aussi à aller vous abonner si vous avez envie d'aller voir ça. Mais à côté, Boku no Hero Academia, désolé les gars, mais c'est clairement au-dessus de Kimetsu no Yaiba, parce que clairement, votre saison 4, elle est claquée au sol. Je veux dire, ok, vous avez un épisode final très impressionnant, très incroyable, mais qui se conclut sur un à suivre. Du coup, on a suivi toute une saison 4 pour rien. Saison 4, qui je rappelle, est vide. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Tu vois juste les piliers s'entraîner chacun de leur côté et qui se voient consacrer un seul épisode chacun. Déjà, pourquoi un seul épisode chacun, va falloir qu'on m'explique. Et non, avoir un seul épisode bien sûr, cet épisode nul à yesh, ça n'arrange absolument pas les choses. Et ça n'arrange même quasiment rien en fait. On s'en bat les couilles. Et je préfère 1000 fois regarder un Boku no Hero Academia à côté, parce que même si en termes d'animation ça reste pas ouf non plus sur certains points, il y a quelques fulgurances à certains moments. Je pense notamment au combat entre Shoto et son frère dont j'ai oublié son nom. Je pense aussi notamment au combat face à Bakugo contre Shigaraki. En bref, en termes d'animation, c'est certes ambitieux, même si peu pour la plupart de certains plans qui franchement méritent d'être au minimum retravaillés, au point que j'aimerais qu'on laisse au minimum de temps aux animateurs pour pouvoir au minimum peaufiner leur animé. Mais à côté
triste, son histoire n'a jamais été poussée aussi loin. Le combat entre Shoto et son frère était tellement épique et surtout tellement triste à la fin de leur combat que franchement, j'ai trouvé ça incroyable et j'ai vraiment surkiffé ma race quoi. Voir la photo de Bakugo partir en feu m'a fait quelque chose au travers de mes yeux et même en plein cœur, ça m'a presque quasiment touché, au point que je me suis carrément demandé si Bakugo il allait mourir. Et là, je me pose encore la question aussi de savoir si Bakugo va mourir. Et pourquoi est-ce que je préfère plus kiffer ça que de l'animation de manière générale? Parce que ça, tu vois, ça va te rester plus en tête, ça va plus te toucher, surtout quand tu reverras ça des années plus tard. Je préfère encore avoir des personnages que j'ai suivis pendant des années, vivre, survivre, essayer de se battre, sur le point de mourir, etc., se battre pendant des années, plutôt que de les voir faire des pirouettes scénaristiques, artistiques, magnifiques, sur de l'animation avec de la belle pluie et tout ça, mais qui au fond n'a absolument aucune saveur, puisque de toute façon, à part de l'animation pyrotechnique et bien faite, il n'a absolument rien à me proposer. Et ça, malheureusement, c'est le triste constat que j'ai remarqué d'ailleurs, pas que chez moi, mais aussi chez énormément d'entre vous. J'ai remarqué que certains d'entre vous critiquiez certains fans sous prétexte qu'ils adoraient que l'animation. Il y en a même j'ai vu un tweet qui est passé par exemple et qui disait que si Fairy Tail avait la même animation que Demon Slayer, vous auriez dit que Fairy Tail c'est le meilleur manga de tous les temps. Et en vrai, très franchement, comment est-ce que je peux contredire cet homme-là? Et Shingeki no Kyojin a plus ou moins involontairement subi le même sort. Quand le dernier épisode était sorti, les gens sur Twitter ont plus parlé de la dernière scène d'équipement tridimensionnel qu'on a vu dans l'anime, plus que de la fin et l'émotion que ça a procuré au reste des fans. Parce que ça c'est ce qui restera le plus autour de nous. Quand Levi, par exemple, s'est tenu sur le cœur à la fin de l'anime, ça, c'est le genre de truc qui va te rester à vie, frère. Ça, c'est obligé. Alors que de voir, par exemple, je sais pas moi, dans Jujutsu Kaisen, encore une fois, oui, semblerait-il, j'ai un gros problème avec cet animé, mais croyez-moi, les gars, cette fois-ci, c'est vraiment un bon exemple à prendre. Quand Sukuna s'est retrouvé face à Jogo, espèce d'homme volcan bizarre, ok, c'est un magnifique combat, mais au final, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? On a juste appris que, un des antagonistes principaux est mort. Super, la révélation incroyable, on pleurera pour cet homme-là qui se sera bien sacrifié vaillamment et qui nous aura appris tant de valeurs scénaristiques autour de ce manga tout simplement incroyable. Alors oui, bien sûr, encore une fois, c'est superbement bien animé. Merci de nous reconfirmer encore une fois, nous ne sommes pas des aveugles, sinon on ne regarderait pas l'animé. Mais je veux dire, si tu mets en compte l'animation mais que tu n'en as rien à foutre du reste, moi je te pose la question sérieusement mec. Pourquoi est-ce que tu regardes des mangas alors? À quoi ça sert? Acclamer un animé sous prétexte qu'il est beau, ça ne fera pas forcément de lui un bon animé. Il sera beau, certes, mais est-ce qu'il sera bon? Et ça, ce sera la vraie question dont il faut à tout prix débattre. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on tiendra? Que cet animé a tellement été bien animé qu'aujourd'hui il paraît encore aussi beau, ou alors qu'un animé n'a pas eu besoin de son animation pour survivre aussi longtemps et devenir, avec le temps, un classique. Alors après, bien sûr, attention, je ne demande pas à voir quelque chose de taquet moche pour une histoire géniale, hein. C'est pas ça que je viens de dire. Par exemple, quand je vois un panorama, la Blue Lock par exemple, ouais, bien sûr, moi je suis comme vous, je souffle. Alors que j'ai pas vu Blue Lock, de toute façon le foot et moi c'est... Non, ça marche pas, hein. Je regarde pas de trucs de foot, moi c'est mort. Hein. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas obligé d'avoir une incroyable animation juste pour une histoire bancale. Je préfère avoir une histoire incroyable et satisfaisante pour une animation qui passe quoi, qui se regarde, à l'image d'un Black Butler par exemple. Mais surtout il y a aussi autre chose que j'ai remarqué malheureusement au sein de cette communauté, c'est que ils en ont rien à foutre des classiques. Ils n'ont pas envie de s'intéresser à des trucs vieux ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, je ne demande pas à regarder ça non plus tout le temps. Mais si vous êtes vraiment passionné de cette culture ou plutôt que vous êtes que de simples consommateurs, allez quand même voir ce qui s'est fait de plus en bien du côté des animés. Allez voir par exemple un Cowboy Bebop, un Neon Genesis Evangelion, un Trigun. Et si vous pensez très sincèrement que Dragon Ball Z c'est suffisant prise de culture pour se dire à quel point cet animé est génial, allez quand même regarder Dragon Ball l'original. Tout est disponible sur Anime-sama les gars. De toute façon, tous les animés que je vous cite, t'as bien entendu. Je dis pas ça uniquement parce que je suis un boomer et que j'ai envie de vous faire voir exactement ce que c'est que les vrais mangas, quoi que ce soit. Parce que ça, c'est du vrai manga, pas comme votre truc de tripette de gamin ou je sais pas quoi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que regardez un petit peu autre chose. Pensez à vous enrichir culturellement parlant et aussi intellectuellement parlant. Parce que c'est toujours important aussi de regarder plein de choses différentes, de différentes époques surtout. Ça, ce sera plus intéressant et surtout bien plus enrichissant. Parce que bon, se contenter uniquement de ce qu'on connaît, de ce qu'on regarde aujourd'hui et de ce que l'on nous fait bouffer surtout aujourd'hui,
Ouais, ce sera enrichissant, mais juste sur l'instant, parce que vous allez passer de plein de choses derrière à côté. Ça, ce sera dommage. Ça vous changera, par exemple, d'avoir à vous en prendre à des Eiichiro Oda qui essaient de galérer à trouver la fin de One Piece. Ça vous évitera aussi de foutre de la pression à l'auteur de Hunter x Hunter qui vient à peine de se remettre, c'est tout l'heure de dos, et qui galère encore à trouver sa fin de Hunter x Hunter et voire même à continuer le manga. Parce que ouais, à l'heure où je vous parle, Hunter x Hunter n'est toujours pas terminé, et on parle même de certaines rumeurs qui nous disent qu'une adaptation animée est sur le point de voir le jour. Et moi, eh ben j'attends ça avec une grande impatience, sachez-le. Et il se peut même qu'on en parle sur cette chaîne. Donc du coup, rien que pour éviter de rater ça, bah abonnez-vous quand même à cette chaîne YouTube. Moi j'attends que ça. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Comme ça, moi vous êtes au courant de toutes les nouveautés qui viendront. Et n'hésitez aussi pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, moi vous avez toutes les news. Parce que ouais, messieurs et mesdames, des fois, il y a certains fous, j'appelle ça des fous, ouais, je sais, hein, c'est un truc de dingue, qui vont jusqu'à harceler leur mangaka préféré, tout ça pour qu'ils aient leur manga à temps. Les gars, ils veulent foutre la pression à des auteurs juste pour avoir ce qu'ils veulent. Ça, les gars, vous voyez, c'est extrêmement toxique, voire même ça vous rend dangereux. Vos auteurs, là, ils se démènent pour vous offrir la meilleure chose possible, des trucs de meilleure qualité possible, et vous, derrière, vous êtes en train de jouer les plaignants en vous disant que on en a marre d'attendre, on veut le plat de suite. Les gars, vous êtes matures et vous êtes grands. Attendez tout seul comme des grands. Arrêtez de foutre la pression sur les auteurs. Surtout qu'après, venez pas vous plaindre derrière sur vos auteurs parce que eux, ils ont bâclé leur travail, ils ont bâclé leur histoire, nanani, nanana. Les gars, c'est vous et vous seuls qui avez foutu la pression à vos auteurs. Venez pas jouer les plaignants derrière si après vous avez de la merde. Parce que c'est vous qui leur avez demandé de faire de la merde. C'est pas lui. Hein. Surtout que, les gars, arrêtez vos conneries au bout d'un moment. Vous aimez pas les animés. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est de voir vos personnages bouger sur une magnifique animation et de belles couleurs. Mais au final, avoir une bonne histoire, bien construite, avec des beaux personnages, etc., ça, vous en avez strictement rien à foutre. Vous voulez juste de la baston et encore de la baston, ou voire même du bon gros divertissement sa race qui puisse vous faire plaisir et surtout vous rendre heureux. Vous en avez rien à foutre du reste. Et j'en vois certains venir me dire « Ouais, tu te plains de nous, mais ça se trouve, eux, ils font des trucs parfaits, alors que toi, tu peux pas parler, nanana. » Aïe, 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 aïe. Si vous saviez à quel point vous êtes complètement naïf. On n'a pas besoin que vous foutiez la pression pour qu'on se dise que c'est déjà la merde, même de leur propre côté. Maintenant, c'est plein des fans. Il faut aussi qu'on se plaigne des artistes justement, parce que eux aussi, ils trempent leur grain de sel là-dedans. Tout à l'heure, je vous ai dit à quel point Dragon Ball Super était extrêmement surestimé comme suite d'animé. Mais sachez que à la base, c'est pas non plus de la faute des fans. Hein. Enfin, c'est quasiment pas de la faute des fans en fait quand on y réfléchit. À la base, si Dragon Ball Super s'est mis à exister, et ben c'est à cause de cette grosse merde qui s'appelle Dragon Ball Evolution. Le film était tellement merdique, pour vous donner un ordre d'idée, que non seulement le réalisateur, il a préféré ne plus rien faire depuis, le scénariste s'est même excusé d'avoir fait une aussi grosse merde, et même l'acteur principal a préféré se retirer définitivement de l'univers de l'acting parce que le gars il s'est rendu compte à quel point il avait fait de la merde. Mais ce qui est resté dans les mémoires de beaucoup de fans, c'est que ils ont vraiment pensé que Dragon Ball à cette époque-là était mort. On a vraiment eu des festivals, voire même des cérémonies de deuil pour Dragon Ball en pensant que Dragon Ball Evolution avait vraiment tué Dragon Ball Z. Alors que les gars, je vais vous apprendre un truc qui peut paraître choquant pour beaucoup d'entre vous, mais Dragon Ball est immortel. Mais chut, tu dis rien, vous dites rien, les gars, vous dites rien surtout. Et quand Akira Toriyama s'est rendu compte de ça, et RIP justement, et il s'est dit que, ouais non, là ça va pas, faut vraiment qu'on repousse les ventes parce que sinon Dragon Ball il crève vraiment. Et du coup, c'est à cause ou grâce à ça, ça va dépendre de votre avis, qu'on a eu Dragon Ball Super. Et son animation, un peu pathétique, dont on a déjà parlé en début de vidéo. Je pense qu'on va pas revenir là-dessus plus en détail, c'est mieux. Cela dit, c'est vrai que je suis de mauvaise foi. C'est vrai qu'il y a certains combats dans le tournoi du pouvoir qui sont plutôt cool et stupéfiants. On a par exemple le combat entre Toppo et Vegeta, le combat aussi entre Goku et Jiren, que ce soit Round 1 ou Round 2. C'est vrai que c'était plutôt quelque chose. Mais il y a juste un petit problème. C'est toujours pas ça en fait. Hein. Tu regardes certains autres combats dans Dragon Ball Z, notamment comme je vous ai dit tout à l'heure, le combat entre Gohan et Dabra. Pour moi, il est à peu près au même niveau que Dragon Ball Super. Hein. Enfin, en termes de combat, du Goku et de Broly, pour vous dire. Et quand j'ai fini par voir Dragon Ball Super, à savoir le film sur Broly, bien sûr, je me suis rendu compte que chez Dragon Ball, il s'était passé quelque chose. J'ai l'impression même d'avoir perdu quelque chose que j'avais kiffé justement dans le premier Dragon Ball du nom. Et j'ai fini par comprendre ce que c'était.
À ce moment-là, Dragon Ball n'était plus qu'un prétexte que pour avoir du combat, encore du combat, toujours du combat, et encore et toujours plus de combat pour avoir encore une énième fois du combat. Bref, Dragon Ball, à ce stade, c'est devenu plus qu'un animé de combat. Et vous allez me dire, Dragon Ball, ça a toujours été ça. Sauf que non, Dragon Ball, ça n'a pas toujours été ça. Bien sûr qu'il y a eu du combat dans Dragon Ball, on a même eu du très bon combat dans Dragon Ball. Mais ça n'a jamais été au détriment de l'histoire, parce que l'histoire, elle était toujours là. Je rappelle quand même que Dragon Ball, à la base, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre une jeune fille qui se dit qu'ils vont devoir faire la quête des Dragon Ball pour pouvoir exaucer leurs propres vœux. Et c'est vraiment après tout ça, et après un petit étoffement du lore, que vraiment Dragon Ball est devenu un peu plus iconique, notamment grâce à ses combats. Mais sauf que la Toei et même les producteurs de manière générale, et ben eux, ils ont pas du tout vu ça. Ils ont pensé que Dragon Ball, ce qui comptait le plus, et bah c'était le combat. Du coup, résultat des courses, et bah ils nous servent du combat absolument toutes les sauces. Et le tout avec des transformations tout aussi plus différentes les unes que les autres. Parce que ouais, c'est ça nous qu'on aime les fans, à savoir les transformations, les beaux combats, etc. etc. Et ça reflète malheureusement la triste époque dans laquelle on vit. Pour moi, Dragon Ball Super, c'était le point de départ de ce qu'allait devenir la communauté d'aujourd'hui. À savoir, les gens qui veulent qu'une seule chose, du combat lourd, du combat qui tue, du combat super bien animé, super bien fait, avec des musiques qui tabassent, qui tuent, etc., etc. On veut le paquet, là, on veut le paquet. Et ça peut paraître rien à partir de ce moment-là. Mais, après ça, les fans, ils sont devenus beaucoup plus indulgents envers le reste. Ils en ont rien à foutre de savoir ce que Freezer fout là. Ce qui compte, c'est que Freezer, lui, il soit là. Et il est là uniquement pour avoir un mode de Gold, avoir aussi un alter ego plutôt beau gosse, voire même plus beau gosse que lui, mais au final, bah, on s'en fout du reste, on s'en fout de savoir de quoi est-ce qu'il est capable, notre Gajo. On va aussi d'ailleurs en faire tellement trop qu'au bout d'un moment, on va carrément te faire carrément un multivers Dragon Ball, carrément, on va te mettre carrément encore plus d'univers, comme si le lore de Dragon Ball n'était pas déjà suffisamment grand comme ça. Et ça, c'est ce qui pour moi a le plus détruit l'univers de Dragon Ball, parce que maintenant que tu as un immense multivers pour pouvoir raconter tout et n'importe quoi, et ben tu peux te permettre de raconter tout et n'importe quoi justement. Ça en est encore pire que Star Wars carrément. Parce qu'à cause de ça, tu peux avoir n'importe quel truc qui peut te rappeler absolument tout et n'importe quoi, sauf du Dragon Ball. En fait, c'est simple, on s'est tellement éloigné de ce qu'était Dragon Ball qu'au final, et ben on a oublié justement ce qu'était Dragon Ball. Au point que maintenant, ça s'intéresse plus personne carrément de savoir ce que c'est que Dragon Ball finalement. Au final, Dragon Ball, c'est plus qu'un animé de combat qui se passe dans un immense multivers dans lequel il peut y avoir tout et n'importe quoi, à savoir des princesses en mode Sailor Moon, ou alors des gars Power Rangers de l'espace sortis de je sais pas où, ou alors des espèces de loups-garous un peu chelous qui sortent de l'univers 9 ou je sais pas où là encore. Et Boruto, lui, encore une fois, c'est quasiment le problème inverse. On s'en fout presque de l'ancienne génération. Ce qui compte, c'est de vraiment mettre en valeur la nouvelle génération, mettre absolument tout type de nouvelle génération, à savoir un gars qui est une expérience ratée ou presque réussie de Orochimaru, ou alors la meuf qui est de Sasuke et de Sakura et qui va se marier peut-être avec Boruto pour pouvoir faire le nouveau fils Otsutsuki. On te met une meuf qui va devenir dresseuse de Pokémon, plus une meuf lapin et une meuf qui est capable de se transformer en loup-garou, ou alors on te met par exemple un gars qui est capable d'utiliser un marteau grâce à son pouvoir de type roche. On te met même un Rock Lee version Wish, comme si Rock Lee n'était pas déjà assez victime comme ça dans l'univers de Naruto. Repose en paix, repose en paix. Et tout ça, bien sûr, agrémenté d'épisodes secondaires archi inutiles, de la chier, qui donne plus du tout envie de voir la suite. Je crois qu'au moins 90 à 80% de l'animé, c'est quasiment du hors-série. C'est énorme, surtout pour un animé comme Boruto qui a, je sais pas, 300, 500 épisodes, je sais même plus à quel nombre ça en est, tellement ça en devient relou. Ça en est tellement lourd qu'au point que quand j'ai vu la vidéo de Mr Z qui parlait justement de Naruto, comme quoi il serait dans un sommeil éternel procuré par Madara grâce à son pouvoir de cercle annulaire infini, bon, je me suis dit... Franchement, en vrai, autant qu'il ait raison. Autant se dire que Naruto, il est dans un rêve infini préconçu par Madara et que Madara, évoque sur le monde tranquille pépère et tout ça et que Naruto est mort en fait. Je pense que c'est une meilleure fin possible. Et tout ça pourquoi ? Juste pour faire plaisir aux fans, parce que les producteurs ils se sont rendus compte, ils kiffent trop ces deux merdes, ils les aiment trop, du coup les fans ils en redemandent, et du coup juste pour les faire plaisir, ils en veulent encore plus. En fait c'est comme si c'était un McDonald's de bail, et vous allez voir que ma comparaison à McDonald's elle va aller encore plus loin que ça au fil de la vidéo. Et vous allez me dire que ce genre de truc il est forcément que réservé aux grandes licences, alors que le reste il est pas du tout épargné. Les gars, vous en avez pas marre d'être un peu naïf, réveillez-vous, on est dans la réalité.
Tout à l'heure, j'ai plus ou moins parlé de Jujutsu Kaisen, mais je rejette plus la faute aux fans pour l'instant. Il n'a pas encore été gâché par les fans ou je ne sais quoi. Mais or, le gros problème aussi, c'est qu'il y a certains studios qui n'arrivent parfois pas à être à l'écoute de leurs fans. Par exemple, pour Boku no Hero Academia, les gars ils veulent tellement avoir des deadlines suffisamment serrés pour produire leur animé qu'au final, on se retrouve avec un résultat comme ça. Un animé qui a tellement du mal à évoluer avec le temps qu'au final, ouais, il en devient pas plus en plus moche au fil du temps, mais n'évolue pas avec son spectateur en termes d'animation. Alors que l'histoire, elle devient de plus en plus poussée et surtout de plus en plus grande. Et ça, c'est extrêmement dommage. Puis ensuite, on a eu des animés comme Chainsaw Man qui raconte l'histoire d'un gars qui combat des démons et qui est tellement sanglant qu'il y a du sang de partout et que c'est sanglant de partout et que ça fait des découpages de partout. Ouais, on a vu ça dans Shingeki no Kyojin et dans Tokyo Ghoul, hein, merci, mais voilà, sans plus. Spy X Family raconte l'histoire d'un espion qui décide de vivre sa vie avec une assassine, mais qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas exactement qui est qui. Et d'un côté, t'as une fille qui a des super pouvoirs, à savoir le pouvoir de lire dans leurs pensées. Bon, c'est sympa, hein, ça a l'air plutôt bien, mais dites-moi exactement ce qu'il a de plus ce manga. Komi-san Kind Communicate, par contre, c'était un animé qui m'a plutôt intéressé, parce que c'était quand même l'histoire d'une jeune fille qui avait énormément de mal à parler, et qui du coup voulait se faire plus de 100 amis. Du coup, son futur petit ami va devoir l'aider, mais sauf que ce genre d'histoire à la Totoro qui avait l'air plutôt sympa, au final, c'est pas si ouf que ça en fait. C'est sympa, ça se regarde, hein, c'est plutôt bien. Mais bon, je trouve que ça fait assez rallonge et je trouve que l'animé dure un peu trop longtemps pour ce que c'est. Et pour Blue Lock, dont j'ai pas parlé sur cette chaîne, parce que je suis pas quelqu'un qui est fan de foot. Voilà, désolé les gars, je suis pas team Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ou si j'ai pas du tout vu aucune de ces coupes du monde ou je sais pas quoi, ou que j'encourage l'OM plutôt que Paris. Mais voilà, le foot et moi, c'est pas du tout mon genre. Je me suis même éloigné du foot il y a plus de 15 ans de ça. En fait, j'ai l'impression que le constat c'est ça. Certains producteurs, ils voient que l'animé ça pousse bien, ils voient que ça se produit bien. Du coup, ils se disent allez, on va faire de l'animé en chaîne, des trucs qui ont déjà été faits et refaits parce que de toute façon les fans ils kiffent ça. Du coup, on va leur servir ce genre de choses pour leur faire plaisir. Ça va durer dans le temps? Oh, on sait pas, mais juste on va se permettre de le faire parce que si ça se trouve ça va plaire aux jeunes et ça au moins c'est plus important parce qu'il faut pas oublier une chose. Avant d'être une culture, le manga, c'est aussi une industrie. Et le principe d'une industrie, vous l'auriez totalement compris, c'est la faire tourner pour au mieux produire des trucs, que ce soit à chier ou pas à chier. Peu importe que ça plaise aux clients, tant que les clients ils achètent, tant mieux pour eux. Surtout de nos jours où le manga il se fait de plus en plus vendre d'année en année. On n'a jamais vu des chiffres aussi astronomiques chaque année, surtout lors des périodes de Covid où on a vu les chiffres de certains animés exploser. Quoi, Kageyuri c'est pas mal aussi, avec des écolières et tout ça. Ils aiment bien ça les jeunes, les écolières, surtout les jeunes garçons. Du coup on va leur donner et on va faire en sorte à ce que la personnage principale soit suffisamment bonne et suffisamment folle pour que les gens puissent encore plus en raffoler. Ça c'est hyper important pour notre image parce que le Japon ça a toujours été ça, c'est culturel. Ah, Netflix s'ils veulent l'animer Nanatsu no Taizai, attends, ok, on va essayer de leur faire vite au plus vite. Par contre, les studios, vous pouvez un petit peu vous dépêcher là, parce que là, ça commence à être dur. Ah, vous avez pas fini votre animation? Bâclez-le, on s'en fout. Le combat entre Escanor et Meliodas sera moche de toute façon à ce stade. Et ça, pour le coup, les fans ne diront rien. S'ils auront des raisons de se plaindre, ce sera soit parce que c'est moche et c'est mal fait, ou soit il y aura 2-3 scènes qui leur causeront problème en mode, elle est pas un peu folle celle-là, la meuf, c'est un peu bizarre. Les gars, on est d'accord que le petit garçon là, il vient de dormir avec sa sœur, qui est majeure, je rappelle, c'est un petit peu gênant, les gars. Je sais pas si vous avez remarqué. On est d'accord quand même que ces écolières, ils ont la jupe un peu courte. Vous voulez peut-être pas un petit peu les rallonger là, quand même, histoire que ça tombe jusqu'au genou là, parce que là, je trouve que leur culotte elle dépasse un petit peu. Ah ouais, ça montre les culottes jusque là. Ah d'accord, ok, je vois que ça gêne personne. C'est sympa le Japon en tout cas. Et tous ces arguments là, voyez-vous, le Japon et même la culture même japonaise de manière générale, ils en ont rien à foutre, que ce soit les fans de manga ou même les producteurs de Crunchyroll et je pense même les auteurs et les animateurs, je suis sûr qu'eux aussi ils doivent en avoir absolument rien à foutre de savoir quel sera le rendu final de leur manga et animé préféré. Tout ce qui compte pour eux, c'est de respecter une deadline bien précise. Bon, je vois que bien sûr certains sont inconnus sur ce terme, alors je vais vous expliquer très exactement qu'est-ce que c'est qu'une deadline. Une deadline, il n'y a rien de plus simple, c'est juste la limite de temps qui est accordée à chaque personne se lançant dans un domaine artistique. À savoir que si tu fais un truc ou quoi que ce soit, tu es obligé de le rendre à une date fixe et précise. Par exemple, Boku no Hero Academia, cette année-là, a été prévu pour environ, il me semble c'était 8 mai ou 7 mai 2024, je sais plus, mais en tout cas c'était
diffuser une de ces deux dates-là. Mais en tout cas, Boku no Hero Academia a été prévu à cette date-là. Du coup, les pages finales des animés devaient être animées pile à ce jour-là pour que chaque épisode puisse ainsi en être diffusé. Je crois même qu'il y a une rumeur qui est tombée selon laquelle il y avait un épisode de l'animé qui a dû être terminé un jour avant que l'animé puisse être diffusé. Et ça, comme système, c'est juste infernal, surtout envers les artistes qui chaque jour travaillent dur pour donner le meilleur rendu possible. Vous vous en rendez pas compte, vous, derrière vos écrans, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir votre animé à temps. Mais vous imaginez pas les heures de galère que les animateurs font pour pouvoir au mieux finaliser leur animé pour que vous puissiez l'avoir toutes et tous sur un plateau d'argent. Et tout ça pour que la majorité d'entre eux soient extrêmement mal payés. Ouais, Mappa, je pensais exactement à toi. Et encore, je dis ça au studio d'animation, mais c'est rien à côté des producteurs de manga. Par exemple, les gens qui accompagnent les mangaka dans les studios et tout ça, vous imaginez pas la pression qu'ils en mettent à certains. Parce que ouais, faut bien que vous compreniez une chose, il n'y a pas que le mangaka qui s'occupe de son propre manga, sinon ce serait trop facile enfin. Non, il y a aussi un producteur derrière qui le supervise et il s'appelle l'éditeur. C'est l'éditeur qui est censé savoir s'il y a un truc qui est parfait ou quoi. Et s'il y a un truc qui va pas ou qu'il y a une page en trop, machin, etc., et il est obligé de renvoyer l'auteur dans sa chambre pour aller retravailler son script, pour ensuite le refaire, et ensuite, enfin, faire sortir son manga aux yeux du grand public. Et quelque part, vous allez me dire, bon, au moins c'est bien, il le fait bosser, c'est ça qui est sympa, parce que si jamais il y a un truc qui va pas, tout ça, etc., ouais, mais on sait jamais. Si par exemple, c'est l'auteur qui a une bonne idée, mais si c'est l'éditeur qui pense que c'est une mauvaise idée et que ça va être nul à chier, et qui demande ainsi à l'auteur de immédiatement de changer. Ah ouais, vous imaginez pas du tout à quel point certains mangas sont devenus plus nuls que la base. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, c'est aussi pour ça que Pokémon s'est avéré de plus en plus moche de jour en jour depuis que XYZ s'était terminé. Tout simplement parce que les animateurs, ils avaient absolument pas le temps de finir tous leurs épisodes. Au contraire, ils ont dû bâcler certains épisodes, ce qui nous a donné ce genre de rendu archi dégueulasse et fainéant. Si avant on se disait qu'est-ce qui va rendre beau et surtout qu'est-ce qui va intéresser le plus certains spectateurs et surtout qu'est-ce qui va nous faire dire que l'on fait des trucs bien, et ça tu vois c'est plus du tout dans la tête des producteurs. Ce qui intéresse les producteurs et les scénaristes et même les auteurs de certains mangas, c'est qu'est-ce qui va rapporter le plus de chiffres, qu'est-ce qui va le plus amener certains spectateurs à regarder telle chose ou pas, qu'est-ce qui va leur faire dire que ça va les attirer ou quoi que ce soit, et qu'est-ce qui va faire que ça va être bien pour eux. Parce que ouais les gars, aujourd'hui, il n'y a plus de prise de risque, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus quoi que ce soit. Aujourd'hui, être mangaka, soit c'est un gagne-pain, ou soit c'est juste une opportunité d'être connu et célèbre. Et ajoute à ça aussi avec la puissance d'internet, le simple fait que certains fans puissent dire, entendant sur Twitter, que tel animé est incroyable parce que l'animation est incroyable, alors que l'histoire, ça se trouve, elle est plus du cul, elle est pas ouf que ça. Et franchement, ça en fait un constat extrêmement triste. Et en fait, ça donne même peu envie d'être fan de manga. Au contraire, on a juste envie d'aller voir autre chose. Et si vous pensez que j'abuse et que je vais trop loin, voici une petite question. Quel animé, d'après vous, qui est sorti cette décennie, va dans les années qui suivent devenir un classique? Vous avez 30 secondes. Bon, je sais que ça fait 10, mais effectivement, ouais, vous avez raison, c'est peut-être un peu trop long, on va peut-être un peu continuer. Si 2-3 au fond m'ont répondu Shingeki no Kyojin, oui, c'est tout à fait une bonne réponse. Et ça, pour la simple et bonne raison que Shingeki no Kyojin, lui, il s'est jamais foutu de la gueule de ses spectateurs. Il a fait au mieux pour nous offrir la meilleure fin possible. C'était peut-être pas parfait pour tout le monde, mais au moins ce sera une belle fin pour la plupart, notamment pour moi. Et ça, vous avez qu'à aussi aller voir cette vidéo, histoire de comprendre où est-ce que je veux en venir. Certains pourraient me dire Boku no Hero Academia, ouais, mais là, encore une fois, en fait, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Déjà parce que la dernière saison, elle sort que l'année prochaine, du coup, on n'aura pas de réponse d'ici l'année prochaine, enfin jusqu'à l'année prochaine en tout cas. Mais en tout cas, s'il a des chances, oui, mais si certains fans disent que la fin est nulle comme ils le prétendent, ouais, moi perso ça fait peur, ça fait même très peur, peut-être même que ça me fait beaucoup trop peur si vous voulez mon humble avis. Alors qu'à côté d'autres animés, on se souviendra d'eux uniquement parce que les fans ils ont acclamé ce genre d'animé. D'ailleurs, ce point là, je pense que ça va être aussi le dernier point sur lequel on va venir. Et c'est justement là le dernier point sur lequel je voulais en venir. L'abaissement du niveau. En termes de niveau manga, on est au minimum en dessous. Bien sûr, en termes de manga, on a eu une excellente animation, c'est clair. Et en termes de surproductivité, on est énorme, c'est clair, surtout aujourd'hui. Mais là vient le plus gros problème.
la qualité a clairement baissé. Aujourd'hui, niveau animé, et ça je l'ai dit qu'en surface tout à l'heure, mais ouais, en termes d'animé, on a baissé de qualité. Et ça en lien triste. Le moindre animé que l'on regarde aujourd'hui, soit on est sympathisé, on trouve ça sympa et bien, sans plus, tu vois, et soit on trouve ça niais, on trouve ça surestimé, on trouve ça pas si ouf que ça, hein. Il est carré par son animation, certes, mais après, à part ça, c'est pas ouf. Alors, bien sûr, je dis pas, en termes d'animé, on a tellement eu de choses, tellement de variétés, etc., etc. Mais justement, ça, c'est quelque chose que je déplore aussi. On a tellement de choses qui sortent en même temps qu'au bout d'un moment, on sait même pas c'est quoi qui va devenir un classique plus tard. Par exemple, tu peux avoir un truc qui peut être incroyable d'ici les mois qui suivent, mais après, tu as un autre animé qui va sortir et qui va être incroyable durant les mois qui suivent, pour ensuite avoir un autre animé qui va sortir qui va être incroyable pour les mois qui vont suivre en l'espace de 1 an. Et en 1 an déjà avoir 3 animés plutôt sympas, ça paraît surtout très énorme. Et ça, c'est un problème de la culture générale, à savoir qu'il y a trop de choses qui sortent en même temps, ce qui rend le truc quasiment indigeste, au point que dès qu'on voit qu'un truc sympa sort et on peut se dire ça va être un classique, et ce classique en question, 2-3 semaines plus tard, voilà, oublié parce qu'un autre classique était arrivé pour pouvoir prendre sa place, mais au final non, il se fait lui aussi remplacer par un autre gars qui a décidé de venir ramener sa tronche, etc., etc. Bref, c'est... On sait plus c'est quoi qui well ou pas, on sait plus ce qu'il faut regarder, on sait plus où est-ce qu'il faut mettre notre argent et notre oseille. En plus de ça, si tu rajoutes l'inflation derrière, oh putain, où est-ce qu'on va frère, où est-ce qu'on va? Parce que de toute façon, moi j'ai remarqué à ce stade qu'il y avait que 3 types d'animés qui se démarquaient parmi les autres. Soit compilation de absolument tout ce qu'on a déjà vu dans les animés, SO Jujutsu Kaisen, ou alors je sais pas, un animé qui propose rien de plus que ce qu'on a déjà connu mais qui est sympa sans plus, SO Kimetsu no Yaiba bien entendu, ou alors les animés qui sont tellement nuls que franchement on n'a même pas envie de se souvenir pour la suite. SO Nanatsu no Taizai bien évidemment. Plus les années passent, plus ça devient flagrant. On est quasiment en manque d'inspi du côté du manga, au point que même moi je sais plus du tout qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est incroyable, qu'est-ce qui est mauvais, mis à part peut-être 2-3 licences derrière, comme par exemple j'ai entendu dire il y avait une nouvelle saison Black Butler qui était sortie. Je lis le manga les gars, je suis désolé, je suis un peu pris là pour l'instant. Il y a Konosuba lui aussi qui est reparti pour une nouvelle saison, hein, mais... Est-ce que j'ai clairement envie de regarder? Je suis pas sûr. Ce qui fait que du coup, avec tous ces constats-là, on n'a plus du tout envie de voir leur suite. On a même peu envie de voir ces animés. Par exemple, tu regardes Jujutsu Kaisen, ça te donne juste envie d'aller regarder Naruto. Ou alors tu regardes un animé comme Kimetsu no Yaiba, ça donne envie d'aller acheter le manga Tokyo Ghoul et pas regarder l'animé Tokyo Ghoul qui a raté sa fin. Et si on a détesté Nanatsu no Taizai mais qu'on a besoin quand même d'un truc un peu fantaisiste et médiéval, t'auras Berserk dans tous les cas qui lui le marche dessus carrément, il n'y a même pas photo. Mais pour moi, le point de vue final qui fait que on est en baisse de niveau, niveau qualité en tout cas, voici une petite compilation de mes OST préférés d'animé que je vous fais passer en boucle depuis tout à l'heure sur chacune de mes vidéos, mais c'est quand même important de vous faire profiter vos oreilles. Attention, tenez-les bien. Bon, je sais que je vous ai fait durer un peu longtemps, mais je pense qu'à ce stade, vous voyez plus ou moins où je veux en venir. Parce que voici exactement quels sont les OST de nos animés d'aujourd'hui.
On reviendra plus tard sur ces OST pour savoir si vous vous souvenez d'eux ou pas, ou si vous vous souvenez de l'autre playlist que je vous ai annoncé ou pas. Et on verra si ces musiques sont plus iconiques aujourd'hui qu'avant. Autre chose aussi dont je voulais parler, c'était les openings et les endings aussi. Là aussi, encore une fois, j'ai un énorme problème. J'ai aussi l'impression qu'on a baissé en qualité. Il y a certains animés, je vois leur opening, je me dis c'est sympa sans plus, au point qu'au bout d'un moment, j'ai juste envie de cliquer sur le bouton ignorer l'intro. Tellement ça en devenait chiant quoi. Juste, je voulais juste voir mon épisode en fait. Tellement l'opening ne m'intéressait pas. Et les endings, c'est encore pire. Les endings en général, je suis censé les regarder jusqu'à la fin, mais à chaque fois que j'ai envie d'en regarder un ou deux, bah, j'ai envie de skipper et de passer à la suite en fait, parce que moi je veux juste voir un marathon d'épisodes à la suite. Et ça encore une fois, c'est encore quelque chose qui nous fait trop pousser à la consommation. Et dommage, parce qu'encore une fois, il y a des artistes qui ont travaillé derrière dessus. On a fait appeler des chanteurs pour leur faire des openings et des endings en chansons et tout ça. Et au final, on leur dit pas merci, on leur donne juste un petit chèque et hop, c'est bon, c'est réglé. On fait diffuser ça dans leur épisode. Tout ça pourquoi au final? Que au final, tout le monde ignore ça et se part en cours en direct. Sauf pour l'opening de Jet Somad qui, bon là on a juste à faire des détraquements en fait, c'est juste pas possible. Alors je dis pas, c'est sympa de faire 40 000 et une références cinématographiques à ton animé, mais sauf que si tu fais un opening juste pour faire plein de références à tel film, telle série ou quoi que ce soit, et ben au final à la fin de ton opening, qu'est-ce qui reste? Exactement, il ne reste rien. Alors qu'un opening à la base, c'est censé te poser directement dans l'ambiance de ton animé préféré, tandis qu'un ending à la base, c'est censé te faire profiter de la fin et te dire que ton épisode préféré était terminé. Qui n'a pas eu énormément d'émotions lorsqu'il a vu quand Otake en colère s'arrêter d'un seul coup et finir sur une grosse explosion, tout ça pour qu'au final il y ait l'ending qui se lance. Qui n'avait pas envie de faire son meilleur showcase face à l'ending de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, tellement c'était épique et incroyable. Et qui n'a pas eu la moindre nostalgie lorsqu'il a vu Blue Dream de Senseiya arriver devant son écran suite à ce qu'il a vu après l'épisode de dinguerie qui a suivi l'Arc Asgard. D'ailleurs, tant qu'on y est, petite question surprise. Par rapport aux playlists que je vous ai lancées tout à l'heure, laquelle vous vous en souvenez? La version des anciens ou la version de la nouvelle génération? J'attends vos réponses en commentaire, n'hésitez pas à les cliquer là, je veux vraiment des réponses en commentaire. Envoyez-moi des commentaires, dépêchez-vous, sinon je vous éclate là. Et pour ceux qui pensent que je suis quelqu'un qui n'aime rien, qui est un gros boomer, etc., et qui pense que tout est devenu nul ou quoi, et laissez-moi vous répondre avec un animé en question. Violet Evergarden. C'est pour moi le meilleur animé qui a été fait de ces dernières années. Bon déjà, en termes d'animation, c'est clairement 1000 voire même 10 000 fois plus au-dessus que ton plus bel animé qui n'ait jamais été fait jusque là. À cet instant-là, c'est même plus un animé, c'est quasiment de l'art. On dirait une fusion entre du Ghibli ou du Your Name, dans le même style que Your Name. Mais son histoire au juste, c'est quoi? Eh ben c'est l'histoire d'une postière qui s'appelle Violet Evergarden. Oui, comme le titre de l'animé, vous allez me dire en suspens. Qui est issu de la Première Guerre mondiale et qui a pour particularité d'être une machine de guerre sur le champ de bataille, mais qui a malheureusement perdu ses deux bras. Elle est ainsi équipée de bras mécaniques et s'occupe donc d'écrire des lettres et les poster à certains de ses posters pour pouvoir qu'ils reçoivent des lettres en fait. C'est le but d'une postière, vous allez me dire, tout simplement. Dit comme ça, cet animé est clairement pas ouf, mais à chaque fois que j'ai vu un épisode, soit j'étais plutôt épaté, déjà par le style de l'animation, mais surtout via la puissance de l'histoire. Mais le truc c'est que dans chaque animé, il y a certains épisodes qui, vont te paraître un petit peu osef pour la plupart, mais d'autres qui sont juste incroyable pour la plupart, au point que je regrette de ne pas avoir parlé de un de ces épisodes là dans mon top 7 des moments les plus tristes tout animé confondu, si n'est peut-être même mon top 9 des morts les plus tristes de toute l'histoire de l'animation japonaise, parce que c'est ça avant tout la puissance de Violet Evergarden, nous faire attacher à des personnages secondaires qui pourtant ne durent qu'un seul épisode. Et ça, c'est incroyable. Je n'aurais jamais cru que je m'attacherais à des personnages que je ne verrais qu'un seul épisode. C'est une véritable dinguerie d'en être arrivé là. Pour moi, cet animé-là, c'est l'exemple parfait de ce que doit être un bon animé. Bon, déjà, avoir une animation impeccable, bien sûr, mais surtout avoir des personnages attachants et intéressants, parce que même Violette est une personnage intéressante à suivre, mais surtout avoir une histoire tellement belle, narrativement parlant, et surtout tellement bien écrite, que tu arrives presque à t'identifier à chaque personnage. Et c'est ça qui fait de Violet Evergarden un futur art contemporain qui deviendra intemporel avec le temps. Et ça, alors qu'il n'y a pas de pouvoir magique, pas de personnage ultra cheaté ou je sais pas quoi, mais il n'y a même pas de pouvoir dans cet animé. Non, c'est juste l'histoire d'une meuf qui vit sa vie normale après avoir vécu l'enfer lors d'une guerre mondiale et qui souhaite apporter du bonheur à celles et ceux qui vivent autour du monde. C'est tout aussi simple,
Mais qu'est-ce que c'est efficace, des fois vous vous rendiez même pas compte. On dit souvent que pour faire réussir quelque chose dans la vie, il faut faire quelque chose de ultra compliqué. Mais ce serait oublier aussi que dans ce bas monde, des fois les choses les plus simples, eh ben, c'est aussi souvent les plus efficaces. Et rien que Violet Evergarden, ça en est exactement la preuve. La preuve que tu peux être un animé incroyable, sans avoir des personnages avec des degrés de puissance, sans avoir des pouvoirs magiques, sans avoir des pouvoirs de sorcier et de sorcière, sans être un univers fictif, mais juste en proposant une belle histoire. Et ça, les scénaristes de Violet Evergarden et même leurs animateurs l'ont parfaitement compris. Mais ça, malheureusement, ni les fans, ni les producteurs, ni les auteurs, et encore moins toutes celles et ceux qui travaillent sur leur projet, l'ont totalement compris ça. Voire même, je sais même pas s'ils sont capables de le comprendre ou si je parle une langue chinoise pour eux. Après, ils sont japonais, donc quelque part, ça me choquerait pas. Donc non, les gars, c'est pas une question je suis devenu un boomer ou je sais pas quoi. C'est une question de capacité. Et surtout aussi, une question un peu de bon sens, d'un certain point de vue. Et la question du coup que certains d'entre vous voudront se poser, c'est bah du coup ça va être quoi la suite? Et bah justement, on va répondre à la fameuse question que j'ai posée en début de vidéo, voire même qui donne son nom à la vidéo justement. Et là du coup se pose la question suivante, que je viens de poser à l'instant du coup. Ça va être quoi le futur pour les prochains animés qui vont suivre? Et bah selon mon avis, ça va être très sombre. Si vraiment personne ne fait rien et personne ne réagit à la situation actuelle que l'on vit dans notre culture, et bah les choses vont vraiment s'aggraver. Si des gens continuent à kiffer les prochains animés comme ça, et bah on aura affaire avec le temps à de plus en plus de médiocrité au point que on se posera même plus la question de savoir qu'est-ce qu'on regarde ou qu'est-ce qu'on lit. Parce qu'il faut bien se dire une chose, tant que les fans y regarderont et y kifferont sans se poser de questions, et bah on aura toujours des trucs comme ça. Parce que les producteurs, eux, ils font que se conformer à la demande de certains fans, à savoir faire des trucs bien animés, bien que l'histoire soit lisse et sans avoir à être complexe ou quoi que ce soit. Plus le temps passe, plus on a de la médiocrité et ça fait que continuer. Du coup, quelles seraient les solutions? Et bah, vous voulez que je vous dise? Si je vous disais que c'était pas si grave que ça et que c'était quelque chose qui devait forcément arriver. Je m'explique. Dans chaque domaine et dans chaque art, ça arrive à chaque fois qu'après un grand âge d'or, on finit par vivre une sorte de période de grande dépression. Par exemple, j'ai cité les œuvres d'art que je vous avais parlé tout à l'heure. Par exemple, le rap, dans les années 90, le rap c'était flambant neuf, c'était nouveau, c'était même en âge d'or, surtout dans les années 90. Mais quand c'est arrivé dans les années 2000, et bah le rap français s'est vraiment archi cassé la gueule, au point que certains pensaient que le rap c'était fini à cette époque-là. Et quand on pensait que tout était fini, surtout à l'époque du streaming, où c'était arrivé et où ça avait fait chuter les ventes des albums à cette époque-là, et bah il aura fallu attendre les années 2010, dû à l'arrivée de la section d'assaut et plein d'autres types de nouveaux rappeurs, pour que la courbe puisse au minimum augmenter et surtout proposer plein de styles de musique à cette époque-là. Ce qui fait qu'on a eu une année de 2010 jusqu'en 2019 exceptionnelle à cette époque-là. Du coup, on est passé d'une période extrêmement sombre où plus personne n'était capable de proposer quoi que ce soit à une période où tout le monde était capable de faire absolument tout ce qu'il voulait. Le cinéma, et c'est exactement la même chose. Dans les années 50, le cinéma ne faisait que tourner en rond après une très belle période dans les années 40, surtout à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et il aura fallu vraiment attendre l'arrivée de la couleur dans les années 60 pour que le cinéma soit un petit peu plus relancé. Et c'est à partir de ce moment-là que naîtra ce que l'on appelle le nouvel Hollywood. Et viendra débarquer ensuite plein de réalisateurs variés, plein de réalisateurs nouveaux dans le paysage qui voudront proposer leur patte à eux. Et c'est ce qui fera en sorte à ce que le cinéma se renouvelle à nouveau, laissant place à la décennie des années 80 qui a laissé place à plein de nouveautés, dont Dirty Tommy par exemple en a parlé dans certaines de ses vidéos, dont je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous n'avez pas de film à voir de votre vie. Et pour le foot, c'est exactement pareil. Bon, oui, je sais que je déteste le foot, ça je l'ai dit tout au long de la vidéo, mais bon, ça m'empêche pas de ne pas avoir de connaissances. Par exemple, l'équipe de France dans les années 2000, c'était une catastrophe à d'art. Suite au coup de boule de Zinedine Zidane, et l'équipe de France sera extrêmement mal vue pour la plupart, surtout au vu de ses nombreuses défaites en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, etc. Bref, si t'étais parisien ou si t'étais
t'étais français, ah ouais, ton équipe de foot, tu la voyais extrêmement mal, hein. T'avais même des mauvais regards sur eux. Mais quand l'équipe de France remportera enfin leur victoire méritée en 2014 et qu'ils arriveront jusqu'en 2018, et ben l'équipe de France se sera sentie que encore plus mieux. Surtout après avoir remporté cette fameuse Coupe du Monde et nous avoir offert une des plus belles finales d'une Coupe du Monde qui n'ait jamais été donnée, notamment au Qatar de 2022, histoire de nous faire oublier que des personnes LGBT ont souffert et sont fait rejeter, et aussi oublier la mort de quelques ouvriers qui ont construit quelques stades, hein. C'est vrai que c'est pas très important à savoir ça. Et le manga, et ben il passe lui aussi par cette phase-là, une phase où il était au sommet et où il pinaillait absolument tout, mais ensuite passant à une phase plutôt sombre pour la suite. Et ben sachez que à ce moment-là, nous sommes encore dans cette phase sombre. Et ça va être très dur d'avoir à la supporter. Du coup, suite à cela, je pense qu'il va falloir attendre encore longtemps avant que l'on puisse à nouveau vivre un âge d'or dans le monde du manga. Parce que là, à l'heure actuelle, c'est juste impossible à devoir vivre pour l'instant. Si un gars comme Hayao Miyazaki a dit que c'était la fin de l'âge d'or du manga, enfin de l'animation japonaise en tout cas de manière générale, et bah c'est que c'est pas pour rien. Le gars il sait, il a de l'expérience, il voit très bien où est-ce qu'il va en venir. Le gars quand il dit ça c'est par expérience. Et déjà il est beaucoup plus vieux que vous, donc il sait mieux que vous de quoi est-ce qu'il parle. Et puis surtout, bah, je suis sûr qu'il doit être comme moi ou comme vous, hein, pour certains d'entre vous. Il doit se dire que, putain mais en termes d'animé, en termes d'animation japonaise, ça devient tellement fade ces dernières années que... Franchement, là, je vois pas où est la qualité, hein. Et le jour où il y aura enfin des gens qui se rendront compte qu'en fait, niveau manga, ça devient pas ouf d'année en année, et bah, vous verrez que le choc psychologique pour la plupart des gens va être tellement intense qu'on finira par s'en rendre compte que extrêmement tard. Et c'est pour ça que ma suggestion, c'est de quand même aller checker ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Parce que oui, durant l'année 2025, j'ai prévu beaucoup de vidéos YouTube par rapport à la culture du manga, histoire de au minimum vous passionner et de vous faire passer du consommateur au passionné pour la plupart, ou alors de partager ma propre passion des animés avec vous pour qu'on puisse échanger ensemble nos propres passions, le temps qu'on ait au moins un animé ovni qui mette absolument tout le monde d'accord. De plus, pour rendre ma chaîne YouTube beaucoup plus accessible et un petit peu plus professionnelle, promis, je vais changer l'intro et l'outro de cette chaîne YouTube, hein, parce que ça va faire du bien, je pense, de mettre au minimum un générique, hein, je pense. Ensuite, je vais changer le logo, parce que clairement, avoir un Sasuke en fond, c'est stylé, c'est sympa. Mais bon, ça fait plus internaute classe que vraiment YouTubeur, quoi. Il me faut vraiment une belle photo de profil en animé, histoire de rappeler le style d'animé que je suis. De sorte à ce que vous ayez la meilleure qualité possible, et surtout, que vous ayez les vidéos les plus divertissantes qui soient, histoire que l'on puisse partager nos passions ensemble autour d'une table. Même si bon, on fera ça juste autour d'une caméra et d'un ordinateur. Voilà, c'est un peu proche, mais pas trop non plus, t'as capté? Parce que le slogan de cette chaîne YouTube, il est très simple. Ici, on kiffe les mangas au point d'en être passionné, et c'est tout. Partageons notre passion, propageons-la, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et activez la petite cloche, hein. Je sais que je le répète souvent, mais je le répéterai peut-être jamais assez, surtout pour celles et ceux qui kiffent vraiment ces vidéos YouTube. Franchement les gars, foncez. Et puis surtout, bon, ceci, je pense, ça va être aussi un message global à cet art que je kiffe depuis des années et des années. Cher manga, ça fait depuis tout petit que je te regarde. J'ai encore ces merveilleux souvenirs de quand je regardais Naruto avant d'aller au collège, mangeant mes petits céréales Trésor Chéri, et encore mes quelques souvenirs de mon petit grille-pain grillé qui faisait griller mes grille-pains devant Bleach à chaque fois qu'il y avait ce petit confinement qui faisait durer le temps. J'ai encore ces aussi vagues souvenirs de ces fois-là où j'allais en stage lorsque j'étais en train de terminer l'arc Hunter x Hunter qui se déroulait à Yorkshire City. Bref, toi et moi le manga, ça fait depuis des années qu'on se connaît, et encore plus depuis l'enfance. Je me souviens encore de ces époques où je regardais Dragon Ball sur manga vers 9h du matin et quelques pour me rendre compte à quel point c'était génial. J'ai encore aussi les quelques souvenirs de Senseiya Omega qui passait sur Canal J et qui m'a fait encore plus adorer ce manga. En bref, tout ça pour dire que ça fait depuis presque toute ma vie que tu m'accompagnes et que tu m'offres toujours d'aussi bons souvenirs. Et j'ai remarqué que tu m'en apportes toujours autant aujourd'hui, notamment grâce à ma vidéo YouTube sur Senseiya qui a dépassé les 10 000 vues, ce qui est un record pour ma chaîne YouTube. Notamment aussi grâce à mes autres vidéos YouTube qui ont rassemblé énormément de fans et surtout énormément de passionnés de manga autour de moi. Et ça fait presque plaisir, même si pour moi, à mon goût, ça reste pas assez. J'ai encore envie de partager cette passion auprès des autres, auprès de certains abonnés qui deviendront à la suite, ou alors juste de kiffer tout simplement. J'ai envie
de encore plus partager ma passion auprès des autres. Et ça, je voudrais que tu m'en apportes suffisamment davantage pour la prochaine année qui suivra. Et ce, peu importe les tempêtes qui suivront, peu importe les tempêtes même que l'on traversera, peu importe les orages ouraganteux qui voudront s'en prendre à nous, moi, tout ce que je voudrais, c'est avoir une chaîne YouTube remplie de passionnés, remplie de lecteurs, remplie de grands fans qui puissent partager mes passions pour qu'on puisse tous ensemble se réunir autour d'une convention, discuter de ce qui nous passionne le plus. J'en ai encore besoin de encore plus. J'ai peut-être même besoin de plus de texte pour pouvoir dire ce que j'ai envie d'exprimer. Mais du fond du cœur, c'est aussi un petit peu grâce à toi que j'arrive à vivre de ce genre de passion, même si YouTube ne me paye toujours pas. Et fuck YouTube à ce stade de toute façon. Mais tout ça pour dire que, manga, tu resteras un souvenir impérissable pour moi et tu m'accompagneras tout au long de ma vie. Donc rien que pour ça, merci au manga d'exister et merci de m'apporter toujours autant, même encore aujourd'hui, et j'espère que tu m'apporteras toujours plus. Merci pour ces personnages colorés et tout aussi variés les uns que les autres face auxquels j'ai pu m'attacher, voire même pour la plupart tomber amoureux. Merci à tous ces mangaka d'avoir écrit des mangas qui traverseront des époques et qui berceront des centaines de générations au futur. Merci à certains compositeurs de me composer les meilleurs OST au monde, sans quoi je ne pourrais jamais me lasser de certains mangas. Mais surtout, merci à vous de quand même me suivre et d'essayer de me soutenir tout au long et en espérant que cela continue pour encore longtemps. Et en attendant que notre aventure continue, kiffez encore cette culture et pensez aussi à regarder autre chose histoire de varier les plaisirs parce qu'il n'y a pas que les mangas qui comptent dans la vie. Et puis surtout, ne kiffez pas trop les mangas, sinon vous allez devenir complètement merboule. Bande de fadards. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Oh, je suis fatigué, faut que je me repose.